Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des projets crypto en première partie de vidéo avec le Bitcoin. Donc les projets aussi VeChain, bien évidemment. Il y a pas mal de choses à dire sur VeChain, VV Digital Collectibles avec la crypto-monnaie OMI, les nouveautés. Et bien sûr l'intelligence artificielle avec notamment la nouvelle alliance, donc ASI, où là aussi ça avance, hein, leur projet avance, on va voir comment et pourquoi. En fin de vidéo, en deuxième partie, on parlera comme d'habitude des actualités crypto plus générales, économiques également. Là, ça déménage vraiment sévère. Et on a de plus en plus un lien qui se fait entre désormais le Bitcoin et surtout pourquoi les institutionnels se jettent sur le Bitcoin désormais. Eh bien, on a de plus en plus la réponse. Et bon, la réponse, bien, je vais vous la donner dans cette vidéo, bien évidemment. Et c'est très positif, forcément, hein, sur l'avenir du Bitcoin en termes de prix, mais c'est très négatif sur l'avenir du Bitcoin en termes philosophiques, c'est-à-dire en termes de décentralisation, bien évidemment. Donc, ça se précise, euh, les nouvelles s'enchaînent et on va voir comment et pourquoi, bien sûr, dans cette vidéo. Voilà, donc écoutez, si vous êtes chaud, si vous êtes partant, eh bien, je vous invite à rester posé tranquillou tout le long de la vidéo, prendre un petit café, de quoi peut-être grignoter avec modération, et bien sûr, ben, de continuer avec moi. Allez. Donc c'est parti avec le premier rapport de Farside Investors, donc sur les ETF Bitcoin Spot. Comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui reparti à la hausse avec un beau 17,69 milliards de dollars injectés au total, hein, sur les ETF Bitcoin Spot. Donc on a vu que là il y a une remontada parce que c'est vrai que la semaine dernière c'est quand même plus inquiétant, hein, sur ces flux-là. Et par contre, point à noter encore une fois, c'est que le EBIT de BlackRock continue en fait de sous-performer par rapport à ses concurrents. Donc là, on dirait que si la tendance continue dans cette voie-là, eh bien le EBIT de BlackRock devient un peu quelque part secondaire par rapport aux autres concurrents comme Fidelity ou encore Bitwise. Et même ARK, je vois, qui reprend du poil de la bête. Donc, après, sur le plan, si on dézoome, bien évidemment, BlackRock reste très largement, hein, devant ses concurrents en termes de Bitcoin possédés et de dollars injectés dans les ETF Bitcoin Spot. Bon, donc là, on voit bien que nous sommes dans une relancée des flux sur les ETF Bitcoin Spot. Maintenant, on va passer aux ETF sur l'Ethereum, cette fois Spot. Et là, par contre, hein, c'est une catastrophe parce que on continue les sorties en termes d'argent et c'est le Grayscale qui est en train de littéralement couler, de perdre ses Ethereum au fur et à mesure du temps, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'on voit que là, les entrées sur les ETF Ethereum Spot sont totalement inexistantes, hein, pour ne pas dire. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, ce n'est pas étonnant que tous les chantiers ou peut-être toutes les idées qui étaient mises en place sur certains altcoins pour les transformer en ETF derrière Alcoin Spot, hein, si je puis dire, eh bien, ont été mis en pause par les institutionnels parce qu'ils ont vu que même sur Ethereum, c'est-à-dire l'argent dans la crypto, eh bien, est en train de prendre l'eau. Clairement, et ne correspond pas du tout aux attentes des institutionnels. Bon, donc il n'y a que le Bitcoin pour l'instant qui tire son épingle du jeu dans le marché des ETF. Allez, je continue, je passe cette fois aux articles sur le Bitcoin avec un premier article de journalducoin.com. Donc MicroStrategy acquiert 7420 bitcoins de plus et dépasse le quart de million de bitcoins en se rapprochant un petit peu, j'ai mis un petit peu, de BlackRock, parce que BlackRock a déjà dépassé les 300 000 bitcoins dans son portefeuille. Et là donc, MicroStrategy dépasse les 250 000 bitcoins dans son portefeuille. Donc qu'est-ce qu'on peut redire encore une fois, c'est que voilà, que font les institutionnels, les grosses entreprises? Ils se jettent littéralement sur le bitcoin dans une période quand même où on a eu plus ou moins d'émotions négatives, hein, sur le marché crypto et même un désintérêt suite à la latéralisation des prix, hein, ces derniers temps. Allez, je continue avec un autre article, cette fois hop, de cryptost.fr. Donc BlackRock se préparait à une crise sur la dette des États-Unis en se protégeant grâce à Bitcoin. Donc face à l'incertitude croissante concernant la dette des États-Unis, BlackRock présente Bitcoin comme un actif refuge. D'après un rapport récent du premier gestionnaire d'actifs au monde,
Bitcoin représenterait une solution de diversification en cas de crise liée à la dette et les instabilités qui en découleraient. Donc là, c'était exactement, au final, ce que je vous disais en première partie vidéo, hein, c'était donner la réponse de pourquoi les institutionnels aujourd'hui se jettent autant sur le Bitcoin. C'est pas seulement pour faire des profits et pour choper leur part du gâteau sur les bénéfices qui en découlent du marché crypto. Non, c'est aussi parce qu'ils sentent qu'il va se passer peut-être quelque chose, mais en tout cas, un rapport de BlackRock eux-mêmes, hein, c'est eux-mêmes qui ont fait le rapport, indique que, bon, ils se préparent au pire sur la crise des dettes, et je veux dire, pas besoin d'être bac plus 10 pour comprendre qu'aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau de l'économie, c'est le problème des dettes, et qu'un jour, on va se taper un mur, parce que on a beau dire et beau faire marcher la planche à billets, il y a un moment où on ne pourra pas faire marcher la planche à billets à vie, hein. À l'infini, il y a un moment où ça va forcément impacter les monnaies fiat. Et je pense qu'on est un peu à cette période-là. Et je vous le dis, si vous suivez cette chaîne, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, depuis très longtemps que je le dis quand même, c'est qu'on est à l'aube. Après, c'est ma conviction, hein, et je rappelle forcément que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que tout ce que j'ai dans ces vidéos, c'est mon opinion, bien évidemment, et que vous faire vos propres recherches par la suite. Voilà, très important. Et en tout cas, moi, mon opinion depuis très longtemps, c'est que on a à l'aube d'une grande dépression de 1929, mais en x10, parce que les capitaux qui étaient en jeu en 1929, c'est pas les mêmes que les capitaux qui sont en jeu aujourd'hui en termes de volume, de mondialisation, de rapidité, etc. Voilà. Donc, BlackRock, pas moi qui le dis, hein, BlackRock eux-mêmes avec leur rapport, se préparerait justement à une crise majeure des dettes des États-Unis, mais pas que, parce que on est tous concernés, hein. La France, d'ailleurs, on va en parler dans les actualités économiques, c'est pas mieux. Donc bon, voilà. Donc pourquoi les institutionnels se jettent sur le Bitcoin? Eh bien, on a une partie de réponse. Allez, je continue ensuite avec, hop, petit article encore de journalducoin.com, le New Bretton Woods. Alors là, c'est fort quand même. Des stablecoins version Bitcoin pour lutter contre la dette mondiale. Alors, je ne sais pas si vous voyez quand même le narratif s'installer, mais on voit que les médias, là, ou même que la tendance actuelle est au narratif de attention à la dette. Donc, pas forcément dans les médias traditionnels, quoi, mais en tout cas, les institutionnels, ou même les universités, par exemple, là, c'est des étudiants de Harvard qui sont en train de mettre en place justement ce système-là, c'est-à-dire un nouveau système qui permettrait au Bitcoin de supplanter quelque part le système fiat actuel qui est en déperdition et qui est constamment en déperdition au fur et à mesure des civilisations. Toutes les monnaies fiat à l'échelle mondiale, quand on regarde l'histoire de l'humanité, ça a toujours fini de la même façon, hein, c'est que c'est les monnaies fiat et c'est l'économie d'une civilisation qui a provoqué sa perte, en général. Ça a été le cas de l'Empire romain, par exemple, pour citer un exemple criant. Voilà un petit peu dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre et surtout le Bitcoin aujourd'hui. Donc on voit que ça va bien plus loin que juste s'enrichir et faire des bénéfices. C'est même une protection de plus en plus analogue à celle de l'or et peut-être même plus forte que l'or dans le sens où vous voyez, il y a une vraie protection derrière des États parce qu'on ne peut pas produire plus de Bitcoin qu'il n'en existe à l'image de l'or, sauf que l'or est compliqué à mettre en place dans un système de mondialisation pour faire des transactions numériques. Voilà, donc le Bitcoin rassemble ces avantages-là à ce niveau-là. Bon. Ensuite, j'ai un autre article de cointribune.com, un mystérieux retrait de plus de 500 millions de dollars fait trembler les exchanges. Alors là, on est typiquement dans le cas où que font les institutionnels, les baleines, ceux qui sont un peu au cœur du sujet, qui connaissent un petit peu les marchés, et qui ont les informations avant le commun des mortels, hein, comme nous, eh bien, ils retirent de plus en plus les bitcoins des plateformes exchange, c'est-à-dire centralisées, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils font ça, ça veut dire qu'ils protègent leurs actifs, ils les mettent généralement sur des clés Ledger ou des portefeuilles cold wallet, c'est-à-dire décentralisés pour les protéger, tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'ils prévoient, s'ils font ça, de garder leur bitcoin plus ou moins longtemps. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'inversement, qu'on avait eu lors du bear market, c'est-à-dire le pic en 2020, en 2021, on avait eu un des pics sur les prix du Bitcoin. Il y a eu un moment où les baleines ont fait l'inverse, elles ont massivement injecté donc leur Bitcoin sur les plateformes centralisées pour les convertir d'ailleurs en stablecoin ou en autre actif du genre.
Voilà, là c'est l'inverse qui se produit, hein, comme vous le voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les baleines, les institutionnels prévoient en fait tout simplement, logiquement, que les prix du Bitcoin partent à la hausse dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois qui viennent, tout simplement. Bon, donc c'est plutôt cet enchaînement d'éléments quand même est assez criant, hein. Surtout sur une semaine, là on a un enchaînement d'articles et de nouvelles qui vont dans ce sens-là. Ensuite j'ai un article de Coin Academy, régulation, la SEC approuve les options sur l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, le IBIT. Donc là on voit que peut-être que BlackRock s'est dit, bon là plus personne s'intéresse ces derniers temps à notre IBIT, donc on va mettre en place désormais les options sur les ETF Bitcoin Spot. Donc c'est un classique, hein, c'est tous les ETF aujourd'hui, que ce soit sur même l'or, le marché des matières premières et tout, il y a des options. C'est-à-dire, ces options, c'est quoi? C'est par exemple des dérivés, et donc, c'est-à-dire du trading réel, pur et dur, sur les ETF. Donc, ça va tout simplement diversifier quelque part l'approche, on va dire, boursière pour d'autres traders ou autres. Voilà, donc c'est juste bon technique, hein, entre guillemets. Chacun y trouve son compte là-dedans, sur sa manière de trader sur les différents marchés. Bon, voilà. Donc, on voit que, en fait, simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Bitcoin devient un actif de classe internationale. Pour reprendre les mots du PDG de BlackRock, un actif de classe internationale qui prend au final la même classe que n'importe quel autre actif, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, soit matières premières, etc. C'est au niveau du marché boursier, hein, je veux dire vraiment du marché boursier et de la façon dont on peut trader avec cet actif, tout simplement. Voilà, donc je vais continuer cette fois avec hop, le prochain projet. Donc j'en ai fini pour l'actualité sur le Bitcoin. Donc, mais vous voyez quand même c'est du lourd. Je vais en reparler dans les actualités crypto plus générales, parce qu'il y a d'autres nouvelles. Enfin, on va faire le parallèle, mais on voit que ça déménage quand même sévère en ce moment. Bon, allez, je continue avec VeChain notamment. Donc là, j'ai un tweet de la fondation VeChain qui prépare tout simplement la sortie en fait de leur plateforme, donc MAAS, c'est-à-dire Market as a Service, vous savez, qui va permettre tout simplement à n'importe qui, n'importe quel utilisateur non initié au développement, par exemple, informatique, au codage informatique, et de créer sa propre plateforme de NFT très facilement sur l'écosystème du VeChain. Un peu comme OpenSea, mais avec une facilité vraiment déconcertante. Et donc ça, ils sont en train de nous développer donc, cette interface, et c'est en cours de développement, mais c'est imminent, parce qu'ils préparent forcément avec, vous voyez, un giveaway, bon, plus ou moins sympa, peu importe, pour l'Italie par exemple, et ETH Milano, bref. Bon, voilà, donc ça c'est une nouvelle, ça va sortir je pense cette année ou plus tard 2025, cette plateforme MAAS. Voilà, allez, je continue, donc là on voit c'est une nouvelle plutôt technologique mais non moins importante parce que on a là un brevet tout simplement et on voit que là c'est un tweet d'April Strawberry sur tout simplement la délivrance par les États-Unis en fait d'un brevet pour VeChain qui a été approuvé le 17 septembre 2024 et sur tout ce qui est les méthodes et le management de l'authentification des data au niveau des données. Donc on voit que là ça fait quand même un brevet de plus que la fondation VeChain obtient et là je pense que c'est au moins on a plus de 10 brevets quasiment. Donc c'est assez intéressant de voir que là, dans le milieu de la blockchain, VeChain continue quand même d'être une fondation innovante. Allez, je continue. Cette fois, j'ai un tweet de Antonio Senator qui montre tout simplement le hackathon qui s'est déroulé donc très récemment, hein, vous savez, à Token 2029. Et on voit qu'ici, il y a énormément de monde en fait. Voilà. Donc là, on voit que pourquoi je vous montre cette photo, simplement parce que derrière, on a, ça y est, hein, d'autres dApps qui sont en cours de sortie sur la plateforme VBetter DAO. Et vous voyez, elles sont là. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, de EasyA. Donc EasyA, je rappelle que c'est le partenaire de la fondation VeChain pour tout ce qui est justement la mise en place de dApps et la fourniture de cellules grises, de matière grise, c'est-à-dire de développeurs pour la fondation VeChain à travers un événement qui s'appelle le hackathon. Donc il y a eu plusieurs hackathons qui sont déroulés, hein, je vous rappelle, il y a eu le hackathon donc, de l'université de Cambridge,
au Royaume-Uni, il y a eu un autre hackathon qui s'est déroulé, alors je ne sais plus exactement où, mais soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis, et enfin là, on a un autre hackathon qui s'est déroulé, vous voyez, à Singapour. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu encore un système de concours, hein, parce que le hackathon, c'est un concours où des équipes de développeurs doivent créer leur dApps qui est censé derrière aller sur la plateforme VBetterDAO pour promouvoir l'aspect de sustainability, c'est-à-dire la traçabilité et l'écologie, la transition énergétique et tout. Ah, et donc les meilleures applications en fait sont récompensées directement lors de cet événement avec un chèque, hein. Et donc le premier chèque, ça a été un chèque de 5000 $ et vous voyez là c'est la plateforme, donc enfin la dApps e-commerce qui a été créée par des ingénieurs donc de l'université de Nanyang, Technical, excuse-moi si je ne dis pas bien, mais voilà, Nanyang. Tout ça pour sensibiliser les acheteurs à en fait recycler ou à retourner, à rendre les le packaging, c'est-à-dire les cartons ou autres, les paquets sur les fournitures. Voilà, donc c'est assez intéressant et en échange, ils reçoivent des tokens B3TR. Voilà, la deuxième équipe, donc la médaille d'argent qui a gagné 4000 $, c'est River Pets. Donc là, c'est en lien avec, vous voyez, tout l'aspect des rivières et c'est un but de clean to earn. Donc ça rappelle beaucoup la dApps Cleanify qui existe déjà et qui a pour but de nettoyer spécifiquement des zones précises. Et bien là, ce sera plutôt le même système mais lié à la pollution dans les rivières. Voilà, et ça a l'air très... L'interface a l'air très fun, très bon enfant, si je puis dire. Donc pourquoi pas. Ensuite, la troisième application de la médaille de bronze, avec un chèque de 3500 $, ça a été le Solo Hacker Subam. Donc là, on l'a l'air peut-être tout seul, Solo Hacker, enfin je pense que c'est quelqu'un qui a développé ça tout seul, qui a lancé en fait un système au niveau du shopping, en fait qui permet en échange d'une photo de votre des vêtements que vous achetez, de l'intelligence artificielle qui vérifie la traçabilité sur ces vêtements, et bien si vous achetez des habits qui sont on va dire dans la traçabilité intégrée dans la transition écologique, et bien vous serez récompensé en B3TA. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui sont fans de shopping, alors ce sera plutôt les personnes féminines, hein, voilà, mais plutôt les personnes qui consomment régulièrement ce genre de choses au niveau du shopping, et bien sachez voilà, que vous allez peut-être pouvoir gagner de la crypto-monnaie facilement en échange de vos achats dans les boutiques du shopping. Bref. Ensuite, ça continue. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais vous voyez là, j'ai un autre exemple, c'est Revive qui permet en fait de mettre en place, de mettre l'accent sur tout ce qui est le recyclage des vieux t-shirts. Voilà, ou de t-shirts d'occasion quelque part. Là, vous avez le When to Me qui permet en fait, si j'ai bien compris, hein, de fournir quelque part, pareil, hein, de louer vos objets. Et si vous les louez, c'est mieux que de les acheter apparemment. Ça sensibilise à l'aspect de location. Enfin bref, vous avez énormément, voilà, énormément de dApps qui sont quand même, qui ont été construites. Vous en avez encore plein dans les cartons, bien évidemment, parce que là, c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés, mais vous en avez plein d'autres. Et donc là, on voit juste le potentiel énorme que là, en 3 hackathons, un peu ce qu'a produit la plateforme VBetterDAO en seulement quelques mois. Donc, on peut imaginer que si on se projette dans 5 ans, la plateforme VBetterDAO va construire vraiment un écosystème d'applications numériques qui vont permettre à chaque application de gagner la crypto-monnaie en échange d'actions. Donc, c'est vrai que quand on se projette dans le temps, la plateforme VBetterDAO et donc VeChain derrière ont un énorme potentiel dans ce sens-là. Voilà, bon. Donc ce sera tout pour aujourd'hui sur VeChain. Juste, je vous montre, je fais le point sur les statistiques, voilà, de la fondation VeChain, enfin, de l'écosystème VeChain. Voilà, donc là on a les chiffres sur VeChain statistiques et on a les chiffres comme d'habitude du nombre de comptes, de l'évolution au fur et à mesure du temps de comptes, c'est-à-dire des nouvelles adresses, hein, au fur et à mesure du temps qui se mettre sur l'écosystème du VeChain. Et là, regardez qu'en septembre donc 2024, nous sommes à 4 235 000 adresses ou portefeuilles, si vous voulez, sur l'écosystème du VeChain. Et c'est une évolution par rapport au mois d'août cette fois, il y en a vraiment une baisse, hein. Vous voyez, on est passé de 4 200 000 à 4 235 000. C'est une baisse par rapport notamment à juillet, vous voyez, où là, on a eu une évolution vraiment monstrueuse. Donc là, on voit que ça respire un petit peu, on va dire.
Et je me demande si le hackathon, c'est pour ça que j'en parle, de là qui a lieu à Singapour, va pas relancer la dynamique parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu un hackathon, c'est pour ça que j'en parle, avec EasyA, eh bien, on a eu derrière des poussées assez drastiques de nouvelles adresses, de nouveaux comptes, de nouveaux portefeuilles qui se sont inscrits sur l'écosystème du VeChain. Donc là, je suis très curieux de savoir si le hackathon là, de cette semaine, de ce mois-ci, va développer aussi une poussée linéaire, hein, presque, on peut dire qu'il y a eu des poussées linéaires sur l'écosystème du VeChain. Je ne serais pas surpris. Bon, donc ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui, hein, les amis. J'ai passé au prochain projet, c'est-à-dire donc à VV Digital Collectible et surtout à l'entreprise Ecomi, hein, qui est derrière le développement de cette application. Et là, ça y est, ils annoncent enfin que la nouvelle ère sur l'utilité du OMI est arrivée, puisque l'équipe du OMI vient de, en fait, burn, c'est-à-dire de ressortir de la circulation 221 milliards de tokens OMI de la réserve et des wallets, des portefeuilles du Vault, du coffre. Donc, on a un nouveau schéma de circulation. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau du token OMI, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que c'est confus, parce qu'on nous a parlé de 750 milliards de tokens au début, puis en fait, on nous dit que la circulation totale, c'est 310 milliards. Au final, on s'y perd un peu. En tout cas, moi, personnellement, je vais vous avouer que je me suis perdu un moment. C'est pour ça que je trouve que c'est très bien qu'ils expliquaient tout ce système pour qu'on soit vraiment sûr de là où on met les pieds. Et là, vous voyez, c'est exactement ça. Sur CoinMarket et sur CoinGecko, il est effectivement marqué qu'on a un max supply de 750 milliards de jetons OMI. Alors qu'on nous dit qu'il y a un total supply de 70 milliards. Donc en fait, c'est tout à fait ça, si on a compris. C'est qu'en fait, à la base, initialement, il y avait 750 milliards de jetons qui devraient être en circulation. Finalement, ils ont décidé, donc le développeur, l'entreprise Ecomi, de ne mettre que 310 milliards de jetons en circulation. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent qu'ils ont, qu'ils ont brûlé, entre guillemets, 221 millions de jetons? C'est juste qu'ils ont tout simplement supprimé les jetons qu'ils n'ont pas mis en circulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Voilà, je précise. C'est-à-dire que nous sommes toujours avec un total supply de 310 milliards de jetons. Et tout ce qui est au-dessus, en fait, a tout simplement été brûlé. Donc ça ne pourra jamais être mis en circulation. Et c'est très bien expliqué ici. Parce que vous aviez des jetons qui étaient là, dans le Vault Wallet, dans le Reserve Wallet. Et vous avez les jetons aussi qui sont brûlés pour un total de 341 milliards. Voilà. Donc au total, aujourd'hui, vous avez 341 milliards de jetons brûlés, ce qui correspond vraiment à la différence, vous voyez, comme par hasard, hein, entre les 750 milliards moins les 310 milliards. Voilà. Donc, tout ça pour ça, excusez-moi l'expression, mais bon, ça n'a rien changé au final, puisque à la base, c'est déjà comme ça. C'est juste qu'ils ont officialisé la chose. Donc après, je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils aient enfin, c'est-à-dire pris le position officiellement là-dessus, parce que ça veut dire que ça y est, au moins au niveau de la feuille de route, ils sont à fond là en ce moment dans l'utilité du OMI. Donc là, on est dans une nouvelle ère, effectivement, et ça s'annonce très bien, très bon, parce qu'on a déjà des rumeurs, hein, comme quoi on pourrait potentiellement, dans un avenir proche, acheter donc des jeux, enfin des NFT sur l'application VV en OMI directement. Donc là, autant vous dire que ça va être explosif, et surtout si ça continue comme ça, on va brûler de plus en plus de jetons OMI, et donc forcément c'est très bon pour les prix de jetons OMI, hein, parce qu'on aura de moins en moins en circulation au fur et à mesure du temps. Voilà, donc personnellement, je sais qu'il y a eu beaucoup de FUD entre guillemets sur ce projet. Personnellement, je continue d'y croire parce que je vois quand même qu'ils font du bon travail sur les NFT. On voit que leur feuille de route, alors on va dire qu'ils galèrent à fond, hein, ça c'est sûr. Ils galèrent pour respecter leur délai. Et je pense qu'ils ont fait une erreur magistrale, c'est qu'à chaque fois, ils ont annoncé un délai qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ça, c'était vraiment une grosse erreur pour pour ce projet, pour cette entreprise. On sent qu'il manque peut-être de coordination sur la gestion de projet. Et ça leur a fait vraiment défaut derrière, et on l'a vu, ça crée une frustration immense sur les investisseurs, les clients, enfin, voilà. Et donc ils payent le prix, hein, je pense, là-dessus, mais malgré tout, on voit que ça avance. C'est vraiment laborieux, c'est pas un cheval de course, c'est sûr.
mais ça y va. Donc personnellement, je leur accorde le crédit du doute, c'est-à-dire je fais pas une croix sur ce projet, loin de là. Je mets en observation, voilà. C'est pas comme le VTM par exemple, on a les voyants qui sont dans le vert. Là, je mettrais un voyant orange pour ce projet, quoi. Voilà, parce que quand même, il y a derrière des bases sur les NFT par exemple, une utilité virtuelle qui est là quand même. Bon. Allez, donc je continue, prochain projet, cette fois Ultra. Alors là, Ultra, vous voyez, il y a un projet qui est en cours et qui fait beaucoup de bruit sur la plateforme Ultra aujourd'hui, c'est le jeu Ash of Mankind. Donc je rappelle que la plateforme Ultra, donc c'est une plateforme de jeux vidéo comme Steam, mais dédiée au Web 3.0, c'est-à-dire au NFT. Pareil, un système de NFT, et donc tout est tokenisé. Donc là, on est vraiment dans l'ère, hein, vous voyez, où le Web 3.0 se transforme en la tokenisation des actifs, que ce soit dans le RWA, hein, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des NFT, que ce soit par même à l'avenir des biens immobiliers. On le voit déjà avec des projets comme Will IT, que ce soit de la monnaie numérique, notamment. Enfin, donc on voit qu'on est dans l'ère de la tokenisation des actifs et que c'est le nouveau narratif, hein, de plus en plus. Donc en tout cas, je vous montre, parce que là en fait ce jeu Ashes of Mankind, ça a été développé justement par la plateforme Ultra, ou du moins une filiale en gros, hein, pour la faire courte. Et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer un peu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire au niveau d'un jeu. Alors, je vous ai coupé le son parce que sinon ça allait être un peu barbare. Mais voilà un petit peu. Donc à la base, ce jeu s'appelait Citadel, souvenez-vous. Et aujourd'hui, ils ont changé le nom de jeu, ils l'ont appelé Ashes of Mankind. Pourquoi pas. Donc, ils présentent un peu le trailer. Après, on aura un peu de gameplay, hein, je vous rassure. Mais vous voyez quand même que les graphismes ont l'air assez propres, plutôt impressionnants pour un jeu. Et là, je vois, enfin, quand même, là, c'est vrai que les graphismes sont assez bluffants. Faut avouer que là, la personnalisation, vous pouvez personnaliser votre personnage, bon, façon quand même c'est impressionnant, il faut le dire, le réalisme. Donc voilà, vous pouvez tout faire en fait, cet aspect-là. Donc je trouvais que pour un premier jeu, parce que là c'est un premier jeu, un studio vidéo, qui a rassemblé des grands noms au niveau des développeurs qui viennent d'un peu partout. Vous avez des développeurs qui ont travaillé avant sur les Call of Duty, vous avez des anciens développeurs de Activision, de Ubisoft également. Et donc toute cette expérience aujourd'hui a été bombardée sur ce jeu, et donc exclusif, hein, je rappelle, à la plateforme Ultra. Donc, c'est vrai qu'en ce moment aussi, la plateforme Ultra, elle a pas le vent en poupe, hein, parce que les prix du UOS, c'est-à-dire du jeton lié à la plateforme Ultra, sont en chute libre. Mais il faut avouer que dans les fondements, hein, quand on voit les détails du travail qu'ils sont capables de faire les développeurs derrière cette plateforme, c'est quand même assez phénoménal. Bon, donc là, voilà, vous avez les armes. Bon, bah, ok, donc maintenant on passe au gameplay. Donc ça rappelle vraiment, alors, un jeu FPS pur. Moi, c'est pas non plus trop ma tasse de thé à fond, hein. Je suis pas fan, hein, non plus. Mais je trouve juste que le boulot qui est fait derrière, et là on entre quand même dans des jeux web 3.0, c'est là où c'est le plus important, de type quand même de classe AA, quoi, au minimum. Ça nous change des jeux bidons qui sortent du web 3.0 comme on a eu en 2020-2021, on avait juste des NFT tout pourris, et basta. Parce que je rappelle que tous ces personnages-là, une fois que vous l'avez personnalisé, c'est des NFT. Tout ce que vous avez là, c'est du NFT, c'est la tokenisation d'actifs. Voilà ce que c'est. Donc pour ça, je trouvais intéressant quand même de vous le montrer. Et là, alors là, on va passer à du gameplay. Alors là, il y a du gameplay, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est en multijoueur apparemment. Donc le jeu n'est pas encore sorti, hein. Je vous rappelle, il est toujours en développement, mais c'est imminent. C'est imminent, pour ça que je me permets de vous le montrer. Et c'est une première pour la plateforme Ultra. Voilà. Donc, vous voyez, ça tire un peu en tous les sens. Ça rappelle un Counter-Strike, en fait, hein, clairement, ou un Call of Duty. Bref. Voilà, donc l'ambiance a l'air assez folle, hein, c'est vrai. Je précise, je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour montrer quoi que ce soit. Moi, je suis payé par aucun projet. Je dis parce qu'on pourrait penser que là, je vous prends quelque chose et que je suis payé pour. Pas du tout. Je tiens à préciser que tout ce que
fais tout gratuitement, personne ne me paye et je le ferai jamais parce que c'est pas l'objectif. Moi, je reste un passionné. J'ai investi, j'avoue, hein, je vous l'ai déjà dit, dans les projets là, par exemple, ce VTchain Ultra, mais parce que j'y crois, forcément. Et c'est pour ça que je me permets de vous les présenter, quoi. Voilà. Donc pourquoi pas? C'est assez intéressant ce qui se passe. Hop, je sors, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et donc on est vraiment dans, ça y est, dans peut-être le décollage. Là, c'est là où ça va être intéressant de voir l'impact que ça va avoir sur la plateforme Ultra. Parce que si, vu que c'est exclusif à la plateforme Ultra, si ça attire des joueurs, forcément, parce qu'ils sont hypés là par le trailer ou le gameplay ou ce que vous voulez, eh bien, est-ce que ça va booster la plateforme Ultra? Ça, je suis très curieux de voir un peu le résultat. Peut-être qu'il va rien se passer, que tout le monde en a rien à faire. C'est aussi une possibilité, hein, clairement. Bon, voilà. Donc là aussi, une information. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce jeu-là sur la plateforme Ultra, sachez que là, vous savez, jusqu'à demain pour acheter notamment un NFT. Voilà, vous avez un NFT, donc ça coûte 110 dollars quand même, hein, le NFT. Autant vous dire que c'est quand même pas donné. Mais derrière, ça permet en fait de. Voilà, vous aurez un système de land, c'est-à-dire vous aurez des terres d'ailleurs sur le jeu. Alors après, c'est encore en développement, hein. On va voir ce que ça donne. Vous aurez des skins exclusifs. Vous serez éligible au token, à un airdrop du token ASH. Parce que d'ailleurs, il prévoit, donc le jeu, hein, prévoit de lancer leur propre token ASH sur la plateforme Ultra et peut-être plus derrière. Donc là, vous voyez quand même, ça va loin le délire hein, du Web 3.0 sur les jeux vidéo là. Pour ça, je trouve très intéressant de vous montrer un peu ce qui se passe en ce moment là en 2024, qu'on n'est plus du tout dans l'ère de 2020 avec les jeux tout pourris du Web 3.0 quoi. Voilà, donc très intéressant. Je continue, hop. Alors, cette fois, j'ai passé à l'intelligence artificielle et vous savez à Fetch.ai, où là, il y a des choses intéressantes à dire. La semaine dernière, je vous avais parlé également de Kudos, qui devait intégrer, donc, vous savez, la tri-alliance entre Fetch.ai, Ocean et Agix, vous savez, dans l'intelligence artificielle, sur la crypto. Kudos, je rappelle, est spécialisé justement dans le cloud computing, c'est-à-dire tout ce qui est les processeurs performants GPU et les ressources allouées, vous voyez, ils le disent, hein, sur le pouvoir de l'innovation. Bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Kudos qui est dans la partie, il y a également Nunet, comme vous pouvez voir ici. Donc Nunet et Kudos sont en train de s'unir. Vous voyez, donc Nunet rejoint Kudos sous en fait l'alliance ASI pour créer, vous voyez, un système donc de computing donc décentralisé, scalable et sécurisé. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est Nunet? Eh bien Nunet c'est aussi, vous voyez, un fournisseur donc global hein, de pouvoir de computing et également de stockage. Vous voyez, Storage Decentralized Networks. Donc là, on est pile poil dans le nerf de la guerre pour l'intelligence artificielle que l'on voit venir, qu'on voit arriver, un peu comme le nerf de la guerre pour Internet, c'est aujourd'hui les serveurs, c'est aujourd'hui la bande passante et tout. Pour l'intelligence artificielle, ça va être pareil, ça va être le cloud computing. Donc on a nouvelle ressource là-dessus pour les futurs leaders de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est bien parti pour l'alliance ASI et tous les autres projets associés. Voilà. Ensuite, très intéressant, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui reste décentralisé puisque tout le monde va pouvoir voter. Vous voyez, pour la fusion entre Kudos, Nunet également, pour intégrer l'alliance ASI, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc vous voyez que donc les entrées pour voter se finissent donc le 24 septembre 2024, donc dans 2 jours. Donc si vous voulez voter, si vous avez du fait ou autre, allez-y, hein, pourquoi pas. Et enfin, dernière information sur ce projet très intéressante, c'est que l'alliance ASI, ça y est, a été mentionné dans Forbes cette semaine. Donc là, ça y est, on y est, hein. C'est-à-dire que si les médias, si les institutionnels commencent à s'intéresser à ce genre de projet, c'est foutu, c'est fini. Enfin, ça y est, quoi. La roquette est lancée. On sait comment ça se passe, puisqu'on l'a vu, pareil pour le Bitcoin, hein, avec les ETF et tout, ce qu'aujourd'hui les institutionnels se lancent dans la partie, c'est qu'il y a une raison, ils savent pourquoi ils le font, ils veulent leur part du gâteau, mais pas que, ils veulent aussi se protéger de la chute des dettes, enfin, de l'économie mondiale tout simplement, hein. Et pour eux, comme BlackRock le précise dans un de leurs rapports, pour eux, le Bitcoin, ça peut les sauver là-dessus.
pourquoi pas même délire avec l'intelligence artificielle, hein. On le sait qu'il y a énormément d'enjeux autour. Bon, donc ce sera tout pour les projets crypto aujourd'hui. Donc les amis, maintenant je vais passer à l'actualité crypto plus générale et notamment avec un premier article, hop, de cointribune.com. Donc crypto, la Société Générale débarque sur Solana avec son stablecoin euro. Donc il y a aussi le nouveau narratif, c'est les stablecoins, hein, en plein boom là en ce moment. Donc Société Générale a quand même créé son propre stablecoin, donc on croit rêver quand on sait que la Société Générale a été un des plus gros détracteurs du marché crypto, du Bitcoin, il y a 5 à 10 ans. Donc on croit rêver. Voilà où on en est au niveau de l'adoption institutionnelle. Je continue avec un autre article de Cointelegraph France. Crypto, les tokens soutenus par les institutionnels écrasent la concurrence en 2024. Voilà, je n'ai pas besoin de parler plus sur cet article, hein. Le titre en dit pour lui-même. Je continue ensuite un article de cointribune.com. Google Cloud lance un service crypto RPC compatible avec Ethereum. Donc là aussi, on voit que tous les géants en fait institutionnels se lancent aujourd'hui de près ou de loin dans la course crypto et surtout la course blockchain derrière parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux financiers, technologiques et avant-gardiste pour laisser passer le train. Ensuite, j'ai un article encore de cryptost.fr, un géant de la finance suisse envisage de lancer son exchange de crypto-monnaies. Bon, c'est le groupe SIX, un des plus gros groupes effectivement, hein, suisse à ce niveau-là. Donc pareil, hein, je n'ai pas besoin de décrire. Là aussi, très intéressant, un article de journalducoin.com. Les autorités allemandes ferment 47 exchanges crypto associés à une économie souterraine. Donc là, on voit que ça y est, on est pile poil dans l'aspect où les cryptos, désormais, les institutionnels se les attribuent, c'est pour eux, et tout ce qui n'est pas sous le contrôle, sous leur autorité, eh bien, ils le ferment. Voilà, ils le considèrent comme illégal et hop, vous pouvez fermer boutique. Donc là aussi, on est vraiment, on n'est plus du tout dans l'ère où les cryptos, c'est pour les criminels, c'est pour les marginaux, les psychopathes, les fous. Aujourd'hui, c'est pour les institutionnels, et si vous voulez concurrencer les institutionnels sur leur terrain, sur la crypto, vous allez en tôle. Aujourd'hui, c'est vous les criminels. Ah, on croit rêver quand même. Bref, allez. Je continue donc cette fois, je vais passer aux actualités économiques, et là, chaud devant, hein, pareil. Les échos exclusifs, budget, les prévisions de déficit s'aggravent encore pour 2024. Alors là, c'est marrant, ça fait quand même écho au rapport de BlackRock sur les déficits pour les États-Unis, mais je pense que ça peut s'adapter également à la France, hein. Nous, on est en plein dedans actuellement. Et ça s'aggrave, hein, on le voit au fur et à mesure du temps, et sans vouloir dénigrer totalement tout ce qui se passe avec Barnier et compagnie, mais quand on voit que le gouvernement qui a été élu, en fait, est quasiment le même sur le point philosophique que le précédent, donc on se dit, mais pourquoi on a fait tout ce bordel, sans, excusez-moi l'expression, pendant quelques mois, là, qu'on a mis le CAC 40 en PLS pendant 2 mois, pour au final se retrouver avec un gouvernement qui est similaire spirituellement au précédent. Là, on croit rêver également. Voilà, donc ça veut dire que les budgets de prévision de déficit s'aggravent là pour 2024 et vont continuer à s'aggraver, puisque la politique, la philosophie, la spiritualité de ce nouvel gouvernement est le même que le précédent. Il n'y a rien qu'à changer, hein, faut pas rêver, ça sera peut-être même pire. Bon, donc on est toujours dans la course à l'escalade de la bêtise, hein, clairement. Donc malheureusement, il semblerait que BlackRock, sur leur rapport, ait malheureusement raison, parce que si eux ils captent les bitcoins, eh bien l'effet négatif, c'est que l'essence même de décentralisation du bitcoin, eh bien, va être mise à mal. Voilà, donc il faudrait espérer que BlackRock ne capitalise pas trop de bitcoin dans leur portefeuille, et pareil pour les autres institutionnels comme MicroStrategy ou autres, de façon à ne pas pouvoir être une trop grosse baleine et trop influencer le marché du Bitcoin. Moi, c'est personnellement ce que je vous dis depuis un petit moment, hein, c'est que ce que je crains, c'est en fait le cheval de Troie, hein, qui arrive clairement dans le Bitcoin. Bon, soit on n'est pas encore là, mais malheureusement dans le temps, c'est ce qui risque de nous arriver. Et donc là, j'ai un article de Le Parisien, Michel Barnier envisage d'augmenter les impôts. Donc là, on rigole quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire, alors après, c'est pas pour augmenter les impôts, machin. C'est juste qu'on sait que plus on augmente les impôts, déjà que la France, on est le premier pays au monde quasiment après le Danemark. Encore, je crois qu'on est passé devant le Danemark.
en Europe en tout cas, on a plus gros, enfin voilà, on est le premier pays au monde à avoir le plus d'impôts. Et ils continuent à vouloir augmenter les impôts alors qu'on sait que c'est pas bon pour l'économie justement, parce que plus vous augmentez les impôts et plus vous ralentissez en fait la circulation des capitaux. Il suffit d'écouter Marc Toiti, il l'explique très bien, l'économiste, pour comprendre qu'augmenter les impôts, c'est pas une bonne chose pour le bon fonctionnement, le bon déroulement d'une économie. Donc bon, vraiment tout ça pour ça, voilà. Donc on est vraiment en fait on est vraiment mal. Et donc du coup, vu que ce gouvernement, c'était un peu peut-être la solution de la dernière chance pour essayer de braquer le volant à 90 degrés, et essayer de changer un peu le virage, enfin, le tournant au niveau économique, et pour réduire le déficit par exemple public, eh bien visiblement ce ne sera pas le cas. Peut-être que ce sera encore pire, puisque visiblement ils n'ont rien compris à l'histoire. Bon, allez, je continue, hein, mais faut s'attendre à des événements chauds, hein, les amis, parce que ça va être pire au final qu'avant. Allez, et donc la dernière nouvelle de cette semaine, la plus grosse, hein, clairement, c'est la baisse, la Fed abaisse son taux directeur de 0,5 points, une première depuis le printemps 2020. Donc là, vous voyez, ça y est, on est sur une tendance donc, à la baisse pour l'inflation. Donc l'inflation est quasiment officiellement, je dis bien le mot officiellement, hein, voilà, revenu à la normale, donc que ce soit aux États-Unis, ou du moins proche de la normale, ou même en Europe. Et donc les banques centrales mondiales désormais baissent leur taux directeur pour desserrer la vis sur l'économie et refaire circuler les capitaux. Voilà, donc ça va être très profitable logiquement au marché boursier. Comme par hasard, au moment où on a eu cette semaine la baisse de la Fed, eh bien on a les cours des marchés qui vont repartir à la hausse, notamment pour le Bitcoin et pour l'or également. On va voir tout ça, hein. Évidemment, je vais faire comme d'habitude le petit focus sur les marchés boursiers traditionnels, l'or, le pétrole, enfin tout. Donc là déjà, le pétrole, comme vous pouvez le voir, eh bien on est sur une phase descendante, comme vous voyez, par rapport au pic quand même de 2022, hein, avec la guerre Russie-Ukraine. Là, on a divisé presque par deux le cours du pétrole. Plutôt bon aussi, alors on n'a pas encore les répercussions sur la pompe, bien évidemment, hein, mais ça, on le sait, on est habitué. Ensuite, je continue, cette fois on va voir un peu l'évolution du CAC 40, et après on verra l'évolution de l'euro par rapport au dollar. Là aussi, c'est assez intéressant ce qui se passe. Donc, alors, pour le CAC 40, c'est pas forcément bon, hein, là en ce moment. Alors peut-être que c'est le gouvernement, je sais pas, de Barnier qui est pas, qui n'arrive pas à convaincre les marchés boursiers. On voit que donc sur un jour, comme vous pouvez le voir ici, on est en baisse de 1,51%. Sur 5 jours, on est en hausse de 0,71%. Sur un mois, on est en baisse de 0,32%. Et sur 6 mois, là, on s'est fait exploser, hein, c'est moins 8%. Donc effectivement, on voit que depuis qu'il y a eu 14 mai 2024, depuis qu'il y a eu cette tension politique en France, eh bien, au final, le CAC 40 s'est vraiment fait flinguer, parce que là, nous, on est à moins 8% sur 6 mois par rapport au S&P 500, c'est-à-dire américains, qui eux, ils sont à plus 9%. Donc nous, on devrait être, au moins, on aurait dû être à plus 6, plus 5%, quoi, si on suit la tendance des marchés mondiaux. Et visiblement, ben, tout le bazar au niveau médiatique, politique, a fait que ça a été l'inverse. Bon, mais on est dans une tendance là, aujourd'hui, on s'en sort un petit peu là. Depuis un mois, en fait, on latéralise. Vous voyez, on stabilise un petit peu la casse, quoi. Là, donc non, c'est pas bon. C'est quand même pas bon signe. Ensuite, au niveau de l'euro par rapport au dollar, là je suis sur boursorama.com, là c'est plutôt bon signe, hein. Regardez, nous étions il y a quand même quelques temps, on était là, hein. C'est-à-dire quand il y a quelques mois, attendez, je vais prendre quand même là sur un mois, voilà, donc sur 5 jours, ok. Voilà, donc sur un mois, vous voyez l'évolution quand même, ça fait un peu le yo-yo, quand même c'est une monnaie fiat, hein. Sur 3 mois, on voit qu'on a une belle évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris, vous voyez, depuis janvier donc 2024, on a pris 1,13%. Depuis 3 mois, on a tout rattrapé. Donc en fait, c'est sur un an, on a pris plus 4%, plus 2% sur 6 mois, plus 4% sur 3 mois. Et sur 10 ans, on est à moins 13% par rapport à la valeur du dollar. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc si je dézoome je sur 10 ans, vous voyez sur 10 ans là,
eh bien, on est quand même en phase descendante par rapport à la valeur du dollar, mais on a rattrapé la casse par rapport à 2022, hein. On voit que là, on a eu un massacre. C'est-à-dire, on était à moins 24%. Donc, on a quand même rattrapé un petit peu le coup, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que c'est l'euro qui monte, c'est qu'en fait, c'est le dollar qui baisse. Pour vous dire, hein, parce que quand on voit la situation en euro, enfin, en Europe, avec la guerre russe-Ukraine et tout, même au niveau économique, donc l'Allemagne est en récession, quasiment, enfin, stagflation, bientôt en récession, l'industrie recule, enfin, vraiment pas bon signe. Donc, pas encore logique de voir ces répercussions sur l'euro par rapport au dollar, parce que quand on fait la comparaison par rapport à l'or, là c'est intransigeant, il n'y a rien à dire, c'est mathématique, c'est-à-dire que quand on regarde uniquement la valeur de l'or, je rappelle que l'or dans le temps, lui, est stable. La valeur de l'or ne change pas. C'est-à-dire qu'en 1980, il fallait 268 onces d'or pour acheter une maison. Aujourd'hui, en 2024, il faut toujours 268 onces d'or, hein, pour acheter la même maison. Donc c'est ça en fait la valeur de l'or. Pourquoi on dit que c'est une valeur refuge? C'est parce que l'or, quelque part, reste stable. Et en fait, quand on voit ce genre de courbe de l'euro qui explose, par exemple en 2005, le cours de l'or était à 10 000 euros le kilogramme 24 carats. Aujourd'hui, nous sommes à 75 528. C'est un record absolu, hein, vous voyez. Donc ça, on a fait péter largement le précédent record de mars 2024, on était à 72 000 euros le kilo. Là, aujourd'hui, nous sommes à 75 000 euros 528 le kilo. C'est un record absolu qui a été encore franchi là il y a quelques jours. Et donc, plus le temps passe et plus l'or franchit des records. Chaque jour, presque maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'euro qui se pète la figure. Donc quand on voit la courbe de l'euro par rapport au dollar, ou l'euro performe par rapport au dollar, ça ne veut pas dire que c'est l'euro qui prend de la valeur. C'est que c'est le dollar qui perd de la valeur par rapport à l'euro, en fait. Parce que sinon, ça aurait voulu dire que là, l'or sera en baisse, en fait. Vous voyez? Et comme l'or prend de la valeur en euros, ça veut dire que en fait, l'euro baisse en termes de valeur par rapport à l'or. Vous voyez? Parce que l'or ne bouge pas en termes de valeur. Donc c'est que c'est bien l'euro qui est en baisse. Et que c'est le dollar qui va plus vite en baisse que l'euro en fait. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer là où je n'ai pas embrouillé, mais voilà, il faut retenir qu'en gros, l'euro est en train de perdre de la valeur et le dollar perd plus vite de la valeur que l'euro. Un peu ça qui en ressort. Bref, donc aujourd'hui, j'en arrive à la fin de la vidéo, hein, clairement. Aujourd'hui, si on voit bien ce qui se passe, je vous le dis depuis un petit moment quand même, hein, c'est en premier lieu, si vous voulez diversifier votre portefeuille, protéger votre patrimoine, entre guillemets, la première chose, c'est l'or et l'argent physique. Première chose. Ensuite, vous avez le Bitcoin qui quand même se révèle de plus en plus. J'avais mon petit veto sur le Bitcoin où je me disais, on n'a pas encore de véritable comportement. On ne sait pas comment va réagir le Bitcoin en cas de chute de crise financière majeure, comme on a eu en 2008 par exemple. Et comme le Bitcoin a été créé en 2009, bah, on ne sait pas vraiment, et que depuis on n'a pas eu de crise majeure au niveau de la bourse, au niveau financier, on ne sait pas exactement comment le Bitcoin va se comporter. Mais là, quand on voit tous les institutionnels qui se jettent sur le Bitcoin, sur les analystes qu'il y a derrière qui mettent le pari, le paquet sur le Bitcoin, en se disant si tout s'effondre, il n'y aura plus que le Bitcoin, c'est quand même assez parlant. Voilà, quand on prend un petit zoom macroéconomique, un petit dézoom, c'est vrai que le Bitcoin en deuxième position après l'or, c'est le top, hein, pour investir. Bon, on n'est pas à l'abri d'une cyberattaque, hein, mais évidemment, du shutdown technologique, plus de numérique et tout, si en plus il y a la guerre mondiale et tout, bref. Voilà. Mais c'est bien en tout cas dans une optique de diversification pour protéger son épargne. Voilà. Et ensuite, donc tout ce qui est les marchés boursiers, vous avez compris, personnellement, j'en reste vraiment éloigné parce que si on a une crise des dettes, forcément, ça va impacter le marché boursier traditionnel, donc comme en 1929. Et ensuite, vous avez l'immobilier, et là aussi, l'immobilier, peut-être pas le moment, juste dans le sens où, avec le gouvernement de gauche, on va avoir de plus en plus de lois débiles, hein. Enfin, excusez-moi l'expression, mais la dernière loi qu'ils ont pondue, c'était apparemment, on n'a plus le droit d'avoir un Opinel, vous savez, un canif, c'est 500 euros d'amende et une inscription dans le casier judiciaire. Alors, je sais pas si c'est vrai, tellement ça me paraît délirant. Donc, vous pouvez me confirmer si vous avez l'information. Mais si c'est vrai, voilà où on en est, quoi. C'est c'est vraiment rire qu'en pleurer, mais c'est chaud.
Donc tout ce qui est bon pour nous faire chier, c'est bon quoi. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo. C'est vrai que ça, c'est sympa, ça me soutient et ça m'aide à continuer. Voilà, même si je le ferai toutes les semaines, parce que c'est la première personne en fait que j'aide, c'est moi-même en fait, parce que ça me permet de faire le point moi-même sur les projets, sur les cryptos et tout. Ça me force à le faire, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est d'avoir des likes, des abonnés en plus et tout, c'est encore mieux, ça me pousse encore plus, hein, les amis, hein, à continuer. Mais en tout cas, ce que je vous remercie tous, hein, pour toutes les personnes qui le font déjà. On a vraiment une bonne communauté là. Vous mettez des commentaires, des likes et tout, c'est top. Ouais, je vous kiffe, hein, et puis voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et je pense personnellement, hein, ma conviction, c'est que là, on est bien parti pour la suite des choses, hein, pour les crypto-monnaies. Voilà, à part s'il y a une troisième guerre mondiale et tout, qui vient tout balayer son passage. Et même là, peut-être qu'il ne restera justement que les cryptos. Vous voyez. Bref, on verra bien, mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, la bise, ciao.